Bonjour à tous. Alors, c'est avec plaisir que je suis parmi vous pour cette troisième session, le troisième volet sur le vieillissement chez soi. Puis, tel que mentionné, on a déjà couvert dans les deux premiers volets. Le premier volet, c'était au niveau de la démographie. Dans le fond, c'était de comprendre un peu qui sont nos 55 ans et plus d'aujourd'hui. Le deuxième volet de la semaine passée, je me suis concentrée plutôt sur la conception de maisons qui sont accessibles, mais vraiment dès la conception, dès la construction. Et aujourd'hui, en fait, on va prendre dans le volet 3, ça va être de parler de nos outils et de nos informations qui permettent de faciliter justement une analyse pour adapter sa demeure, pour répondre aux besoins des aînés, pour pouvoir jouir de leur demeure en toute sécurité et le plus longtemps possible. Et il va y avoir justement des physiques ou cognitives, les difficultés, mais on pense aussi aux personnes qui les entourent à l'intérieur de ça. Donc, pour débuter, je voulais revenir un peu sur des concepts que je pense c'est valable pour tout le monde. On en parle beaucoup parce qu'on fait beaucoup d'études au niveau des besoins des aînés, mais c'est valable pour les gens de tout âge. C'est se sentir chez soi. Puis l'environnement physique, ça a été vraiment démontré que ça joue un rôle majeur dans la qualité de vie des gens. Alors, des personnes de tout âge, mais davantage pour des personnes qui sont aînées. Et voici certains commentaires qu'on a eus de personnes en parlant de l'importance de se sentir chez soi. Et un que moi je retiens beaucoup, c'est celui qu'on dit surtout, c'est là où je veux retourner. Donc, le chez soi, c'est où on est bien, on veut y retourner. Donc, c'est d'essayer de préserver ce sentiment-là pour les personnes. Et de plus, parler d'une approche qui est axée sur la personne. Donc oui, je vous parle ici au niveau de l'habitation, puis, mais c'est quand qu'on va penser à la décision, c'est parler, c'est oui, le cas peut-être physique, mais aussi le besoin de la personne. Fait que la maison doit donner un sentiment ou encore, on parle de sécurité, de bien-être, qu'on se sent bien, qu'on peut être fonctionnel. Donc, beaucoup dans les concepts qu'on regarde, on pense de plus en plus aussi axé, comme on dit, au niveau des besoins de la personne. Donc, on a tous des goûts, des besoins différents, des styles de vie. Donc, c'est vraiment de penser, quand on fait nos modifications, de vraiment prendre ça en considération pour les personnes qui sont là. Et aussi, dans la mesure du possible, c'est surtout quand on va parler de modifier ou un choix d'habitation, peu importe, c'est justement d'inclure la personne dans la discussion parce que c'est cette personne-là qui doit y vivre. Elle aura des choix à faire, mais c'est très important de les inclure et de faire partie de cette discussion-là. Donc, les sujets vraiment aujourd'hui dont je vais aborder, je vais vous parler de notre outil. C'est un guide d'évaluation pour déterminer les besoins de modification d'une habitation. Je vais aborder aussi sur des trucs un peu plus spécifiques pour les personnes qui vivent avec la démence, donc des trucs au niveau de l'adaptation, encore une fois. Et le troisième sujet, c'est des coûts pour inclure les caractéristiques d'accessibilité. Donc, c'est une question qu'on nous pose souvent, c'est fantastique, mais ça coûte combien? J'ai l'impression que ça va coûter cher. Donc, on a fait une étude à ce niveau-là. Donc, on va pouvoir vous partager justement les résultats de ça. Donc, tout d'abord, notre guide d'évaluation pour déterminer les besoins de modification. Alors, c'est un guide qui, dans le fond, va préciser les genres de difficultés auxquelles les aînés peuvent faire face et va décrire les types d'adaptations qui pourraient être faites justement pour les aider à surmonter les difficultés. Et ce guide ici, il est fait en 10 sections et il réfléchit sur les activités différentes qu'on fait dans une maison. Donc, les activités qu'on doit faire, telles que entrer et sortir de sa demeure, l'utilisation des escaliers, circuler à l'intérieur de notre maison, l'utilisation de la cuisine, l'utilisation des salles de bain,
pouvoir se lever de son lit et de son fauteuil. L'utilisation des placards et des armoires, c'est très important dans, entre autres, une cuisine, de pouvoir accéder à nos chaudrons, à nos assiettes, etc. Comment faire la lessive, c'est une activité qui est importante, qui fait partie du quotidien. Utiliser le téléphone et répondre à la porte. Puis, on a la section 10 qui est le réglage de l'éclairage et de la ventilation. Puis, l'éclairage, quoi qu'il est en section numéro 10, c'est probablement un des éléments qui est les plus importants parce qu'on dit, entre autres, que pour une personne plus âgée, on a besoin 2 fois plus de lumière qu'une personne plus jeune. Donc, ça, c'est des choses à réfléchir au fait dans toutes les pièces, dans toutes les choses qu'on fait. La luminosité, l'éclairage, c'est très, très, très important. Le guide, ce qu'il permet de faire, c'est que je vais vous donner un aperçu, au fait, de 3 sections dans le guide des 10. Et la façon que ça fonctionne, c'est dans le fond, c'est qu'on va évaluer la pièce, évaluer si on a un problème avec cette activité-là. Donc, j'ai une activité à faire, j'évalue si j'ai une problématique. Si oui, voici des suggestions ou dans quelle mesure. Donc, c'est vraiment un guide qui essaie de déterminer la solution qui est possible. Très important, le guide, un peu comme j'ai mentionné plus tôt, que c'est une bonne pratique d'avoir peut-être un membre de la famille ou un aidant de participer avec la personne ou les personnes aînées pour faire ce travail ici. Parce que tu as la personne qui va vivre dans la situation, donc les adaptations, c'est pour cette personne-là, donc ça doit lui convenir, mais aussi d'avoir une autre personne pour faire des suggestions. Parce qu'il y a de l'émotionnel et de l'objectivité, puis l'autre personne peut aider à ramener de l'objectivité un peu aussi dans la décision. Parce qu'on a souvent aussi le réflexe à dire oui, oui, je suis capable, j'en ai pas de besoin. Mais il y a aussi des idées à réfléchir, mais on est rendu ici, les choses peuvent changer. Fait que vraiment de faire une analyse, comme je vous dis, d'équilibrer les deux. Le côté répondre aux besoins un peu émotionnels de la personne, mais en même temps, l'objectivité peut trouver quand même un milieu qui devrait convenir, puis surtout pour la personne qui aura besoin des services. Donc, fait que vraiment, le guide, il est là, comme je vous dis, on évalue, est-ce que j'ai une difficulté avec cette tâche? Est-ce que je prévois avoir une difficulté avec la tâche? Voici les suggestions, les adaptations que je peux faire. Et il y a même une section que peut-être j'ai d'autres choses que j'ai découvertes, donc on peut prendre des notes. Ce qui est aussi pratique du guide, c'est que si on a besoin de faire des adaptations, des modifications, forte chance qu'on doit faire recours à un entrepreneur. Ben, première des choses, entre autres, on a un feuillet, je l'ai mentionné la semaine passée, sous notre catégorie de, un peu, on appelle ça la littératie financière pour les aînés, mais on donne un guide un peu pour comment faire un peu son étude quand on doit choisir un entrepreneur. Et entre autres, on va suggérer d'aller chercher peut-être plus d'une estimation. On leur donne des trucs et des astuces justement pour pouvoir faire ça. Mais ce qui est merveilleux justement, ce guide ici, c'est qu'on a déjà une idée des travaux, de ce qu'on a besoin. Donc, on peut avoir une rencontre qui va pouvoir mieux guider le contracteur pour pouvoir faire les changements nécessaires et même de partager le guide pour venir au raisonnement pour qu'il le comprenne aussi, le pourquoi des besoins. Donc, c'est un bon outil aussi, justement, une fois pour rencontrer l'entrepreneur, pour le guider, puis aussi, comme je vous dis, pour se rappeler nous-mêmes de nos besoins, de s'assurer qu'on reste un peu aussi dans l'objectivité. Fait que ça fait un tour de notre guide. Alors, c'est un guide qui se trouve en ligne et comme je vous dis, il y a les 10 étapes, mais c'est un des guides qui le plus recherché. Au fait, on a beaucoup des gens, les aidants naturels, les thérapeutes, les ergothérapeutes qui travaillent beaucoup avec notre guide et c'est un guide qu'ils apprécient beaucoup pour travailler avec leur clientèle. Si maintenant on pense au niveau des gens qui souffrent de la démence, donc l'autre, le guide, lui, il se concentre beaucoup sur le côté plutôt physique, avec un petit peu du cognitif. Mais là, au niveau de la démence, il faut vraiment penser au côté absolument cognitif au niveau des adaptations. Et juste un petit survol au niveau de la démence. Bien, premièrement, ce n'est pas un groupe qui est homogène. Il y a des besoins qui varient. Il y a des stades qui sont différents au niveau des gens qui souffrent de l'Alzheimer ou de la démence. Il faut toujours penser à quel genre, dans quel genre d'état il se trouve pour pouvoir comprendre les modifications. Puis ça, je vais vous en expliquer un peu plus loin. Puis aussi, c'est d'avoir un environnement parce que, étant donné qu'une personne qui souffre de la démence,
en temps normal, ça va on va dire en dégradant, c'est de penser aussi à la maison qui peut évoluer avec la perte cognitive qui va se produire au fur et à mesure qu'elle va dégrader, de pouvoir l'aider à évoluer dans la maison. Et ça revient encore au même principe, c'est de pouvoir vivre en toute sécurité, bien-être, sentir qu'on appartient en dignité dans sa maison le plus longtemps possible. Euh, pour ce qui en est au niveau de la démence, pour un petit peu, puis je suis convaincue que vous en savez peut-être même plus que moi à ce sujet ici, mais c'est vraiment qu'il y a des signes. On parle de 3 stades ici au niveau de la démence, où on en a un, le stade léger, souvent c'est la première ou la deuxième année. On a des légères déficiences cognitives, des légers oublis, la difficulté à communiquer, changement d'humeur. Souvent, ces stades-ci, on n'a pas vraiment besoin d'une assistance majeure. C'est assez minimum. Au niveau stade modéré, eh bien là, la mémoire et les autres habiletés cognitives continuent à se détériorer. On commence à voir, ils commencent à être un peu conscients au niveau de leur état. Ils sont entre les deux. Puis là, on commence à avoir besoin un peu plus d'aide justement pour réaliser des tâches autour de la maison, puis pour les aider à faire des activités. Et puis le stade avancé qui est à partir de la 5e année. Puis là, à ce stade ici, on dit vraiment, là, on devient incapable peut-être même de communiquer verbalement, de s'occuper de soi-même. Et on est rendu maintenant avec des besoins qui sont peut-être plus de 24 heures. Je vous mentionne ici que la Société d'Alzheimer, évidemment, c'est une ressource qui est incroyable, qui peut venir aider à donner de l'information et du soutien pour aider les gens souffrant de la démence et ceux qui doivent aider les gens qui doivent travailler puis prendre soin d'un membre de la famille, un membre cher qui souffre de la démence. Parce que c'est quelque chose qui est très difficile pour toutes les parties. Donc, petite statistique, on a vu qu'au niveau de la démence, on sait qu'on a une population qui est vieillissante, donc c'est un peu normal de voir qu'il va y avoir un peu plus de personnes qui vont vivre avec la démence. Et on dit maintenant qu'il y a une personne de plus de 65 ans sur 13 qui vivra avec la démence. Et ce nombre va augmenter une personne sur 3 pour les 85 ans et plus. Puis en plus, les prévisions, c'est que le nombre de gens de 65 ans et plus souffrant d'une des formes de démence va doubler en 2031. Donc, c'est un phénomène qui est réel et il faut vraiment le prendre en considération pour avoir des communautés, justement, où on peut bien encadrer les gens qui doivent vivre avec cette situation. Il y a une autre petite statistique, c'est qu'on va dire 92 des gens de 65 ans et plus résident dans leur logement privé. Donc, ils résident chez eux et tel que mentionné dans le passé, on a mentionné que 85 des gens veulent rester chez eux le plus longtemps possible. Alors, vraiment, à réfléchir, est-ce que la maison actuelle peut répondre aux besoins de cette population qui a besoin des besoins qui sont plus complexes avec le temps. Puis il y a parfois aussi, ne pas oublier, ça pourrait être de déménager. C'est quand même un vieillissement chez soi. Dans le fond, c'est c'est d'éviter l'institution. Mais peut-être ça peut être un logement qui est plus petit, plus accommodant, qui a plus de services, mais qu'au moins on peut rester à la maison le plus longtemps possible parce que ça a été démontré. Encore une fois, quand on est chez nous, c'est quand même, ça facilite, ça aide beaucoup au bien-être en général des personnes. Donc, au niveau de la conception, prioritaire de la conception, il y a trois éléments qu'on va vraiment miser dessus, qui sont les plus importantes. C'est l'amélioration de l'éclairage. Donc, l'éclairage joue un rôle très clé. Les revêtements de sol plat. Fait que vraiment au niveau du plancher, pour pouvoir fonctionner, je vais vous donner des exemples un peu plus tard où ça peut poser certains défis. Et bien, la tâche de la toilette qui est très, très, très importante. Ça, c'est aussi un endroit qui est prioritaire lorsqu'on pense d'aider les gens vivant avec les démences pour pouvoir continuer à bien fonctionner chez eux. Aussi, on va dire que si on conçoit des maisons ou des environnements qui sont familiers, ça va être une chose à ne pas oublier, surtout avec les personnes avec la démence, mais c'est bon pour tout le monde, mais surtout les gens avec la démence.
C'est un milieu de vie familier facile à comprendre et ressemblant à un véritable chez-soi, réduit l'agitation, l'agressivité, la dépression et le retrait social de ces personnes. Donc, ce qu'on va en venir à dire, c'est que lorsqu'on va venir adapter, il faut quand même faire attention de ne pas trop faire de modifications à la fois, parce que sinon, ça peut bouleverser les personnes. Donc, il faut quand même garder, entre autres, on va dire des articles ménagers, des décorations du logement ne doivent pas être enlevées ou même changer de place. Donc, il faut quand même garder, quand on va faire ces modifications-là, des éléments de pouvoir se sentir quand même familier puis s'y retrouver. Euh, prévoir des niveaux d'éclairage normaux. On va encourager beaucoup la lumière naturelle. Puis, il y a défaut de ça, par contre, c'est de venir avec, d'en rajouter avec la lumière artificielle, mais vraiment, vraiment de miser sur l'éclairage qui est le plus naturel possible. Donc, les milieux bien conçus pour les personnes vivant avec la démence, on va dire, ça va favoriser un mode de vie sain, ça stimule au maximum les capacités et l'autonomie. Encore, ça va encourager la participation à la vie sociale et compense la perte de capacité en misant sur les points forts. Donc, ça, c'est aussi un élément à considérer. Où sont les points forts pour qu'on puisse justement miser dessus? Ici, peut-être, ça pourrait être la lecture, donc s'assurer, parce qu'il y a des gens qui adorent lire. Moi, j'ai une belle-sœur, à lire des livres, je ne sais pas combien par semaine. Ça, c'est un point fort qu'elle pourra peut-être garder. Mais si ça continue avec le point fort, de leur donner l'espace nécessaire parce que c'est une zone de confort et ça leur fait du bien. Donc, si on regarde quelques éléments, je reviens à l'éclairage. Alors, j'en ai parlé, l'éclairage naturel le plus possible, mais aussi, justement, l'éclairage est important. Fait que des petits trucs, on va parler au niveau des gens vivant avec la démence, aussi des problèmes visuels, entre autres, c'est de pouvoir faire justement avoir des éléments qui vont avoir un contraste. Alors qu'on puisse voir dans ce cas ici que l'interrupteur, on a un mur qui est foncé, l'interrupteur est pâle, ou le contraire, mais des choses qui sont claires qu'on puisse les repérer. Donc, les choses qui sont dans notre quotidien, qu'on ne soit pas, si ça serait tout uni dans le mur, la même couleur, ça va être difficile pour eux de les repérer. Donc, ils vont pouvoir les retrouver le plus facilement possible. Euh, alors, on dit vraiment au niveau de penser à l'éclairage, où on appelle ça des endroits où ils vont avoir des activités complexes à faire. Ça serait comme la cuisine, la lecture, la salle de bain et cuisine, salle à manger. Donc, ça, c'est vraiment des milieux qui sont très, très, très importants. Une petite chose aussi à faire attention, au niveau de l'éclairage, ici on a mis un exemple d'une dentelle dans une fenêtre, mais c'est que si vous voyez dans l'image à côté, ce que ça fait sur le mur de l'autre côté, c'est que ça fait un reflet. Alors, lorsqu'on pense aux éclairages ou tout élément, il faut faire vraiment attention parce que ça, tout ce qui est des reflets comme ça cause un stress pour les personnes vivant avec la démence. Donc, ce sont des choses à vraiment porter une attention. On a même mentionné que parfois, c'est même un écran de télévision. Si la personne peut voir, dépendant où elle est, puis souvent c'est le cas, si on est en avant, il peut voir le reflet, ça les bouleverse un peu. Donc, c'est même recommandé, des endroits comme ça, qu'on mettrait peut-être même une couverture pour éviter des réflexions. Donc, ça, c'est des choses aussi à considérer. Puis, il faut porter une attention avec une personne qui vit de la démence quand on les voit figés ou déconcentrés par quelque chose, parce qu'il y a quelque chose qui les accroche, puis peut-être qu'il y aurait un ajustement à faire. Un autre qu'on va parler, c'est les planchers. Et ça, par contre, c'est bon pour tout le monde pour éviter que les gens tombent. Donc, installer des tapis à poils ras. Fait que si on veut insister à avoir des tapis, des avoirs à poils ras, mais aussi, il y en a qui vont dire pour le bruit, ça fait du bien parce que ça claque un peu moins du plancher de bois franc. Et aussi, le cas, si une personne tombe, ben, ça l'absorbe un peu le coup. Alors, bref, c'est vraiment pas les tapis qui sont prononcés qui sont très épais, de les éviter. On va mentionner aussi d'éviter les revêtements qui sont avec des mouchetures ou des particules scintillantes. Ça porte à confusion et même que, et moi j'ai vu mon beau-père faire ça parce qu'il a souvent la démence, quand il voit des choses mouchetées, il a essayé d'aller les chercher. Fait qu'il essaie de les ramasser, il pense que c'est quelque chose. Donc, on va suggérer des revêtements qui sont uniformes, qui ne reflètent pas trop de la lumière, que ça soit quand même assez simple pour garder, comme je dis, pour leurs yeux, leur cognitif, ils préfèrent une zone qui est beaucoup plus uniforme dans ce cas-là. Donc, au niveau du plancher uniforme, et quand ça vient à certains éléments, comme on dit, les interrupteurs, d'avoir quelque chose qui a un plus grand contraste.
J'essaie de penser. Ils ont même mentionné, qui est intéressant, d'enlever les bandes de seuil. Parce que quand on a des fois les seuils, puis il y a comme une bande qui est d'une couleur encore plus différente, c'est que semblerait-il, ça va arriver aux personnes, ils vont penser que c'est une marche, mais ils savent que ce ne l'est pas et qu'ils sont un peu pris de l'autre côté. Ils ne savent pas comment entrer dans la maison. Donc, ils vont s'en empêcher parce qu'ils ne savent pas trop comment gérer cet échange-là. Donc, encore une fois, quand on voit une personne vivant avec la démence, on les va hésiter pour essayer peut-être de comprendre quel élément fait en sorte qu'ils sont incapacités peut-être de bouger ou d'avancer. Au niveau de la salle de bain, mais en parlant de contraste, en voilà un bon exemple. Mais encore, on va parler d'avoir tout ce qui est dans l'essentiel, la toilette et tout, que ce soit des choses qui sont d'un look aussi traditionnel, que ça soit facile à comprendre que j'ai une toilette qui est ici et aussi de voir vraiment le rebord qui peuvent le repérer puis voir que justement j'ai un siège de toilette qui est là. Parce que quand c'est tout de la même couleur, tout ce qui va encore une fois, c'est la même couleur. Ils sont conscients qu'ils sont dans une salle de bain, mais là, après ça, ils perdent un peu leur repère. Donc, ça, c'est une façon qui va simplifier. Aussi, au niveau de la salle de bain, poser un revêtement au sol antidérapant. On va éviter des bandes de seuil, encore de ne pas oublier les barres d'appui, puis une fois encore, la lumière naturelle. De toute évidence, on peut en avoir. Au niveau des portes, éviter les portes coulissantes, ce n'est pas naturel. On est habitué d'ouvrir une porte avec une poignée et on suggère aussi que les portes soient installées de façon à avoir la porte qui va ouvrir vers l'extérieur. Dans le cas de mon beau-père, justement, parce que c'était une très petite salle de bain dans son condo, c'est que c'était ça la préoccupation. Elle entrait par l'intérieur et s'il tombe, impossible d'ouvrir la porte. Puis, c'est pas une personne qui aurait été en mesure de se relever. Dans notre cas, on n'avait pas l'option, en fait, de mettre de l'extérieur, mais étant donné que c'était chez eux, son condo, et c'était que la famille qui venait, on a installé un rideau. Fait qu'on a trouvé une solution. Mais ce qu'on dit, c'est qu'en temps normal, c'est d'essayer d'avoir des portes qui ouvrent par l'extérieur. Bref, c'est que si la personne tombe de l'autre côté, puis elle met du poids sur la porte, c'est que ça devient très difficile de rentrer. Et peut-être on peut rentrer, mais on risque de la blesser et peut-être assez sévèrement. Et aussi d'avoir un contraste, que ce soit le mur foncé et les portes blanches, mais il faut quand même avoir quelque chose qui est consistant ou le contraire. Ça, c'est important aussi. Et je vous montre aussi la chambre. La chambre à coucher, c'est un lieu qui est très important. Donc, on va parler d'un lieu calme et familier. La lumière revient toujours. Garde-robe ouverte ou porte vitrée. Donc, le garde-robe ouvert, c'est une façon, parce que les gens oublient, et des fois ne savent plus où retrouver les choses. Donc, ça pourrait être une façon de garder peut-être une porte du garde-robe ouvert avec peut-être le morceau de linge qu'ils devraient peut-être porter pour la journée. Donc, ça leur donne quand même une certaine indépendance. Ils se lèvent, ils voient la porte, ils voient le vêtement, ils comprennent qu'ils doivent se changer, ils peuvent le ramasser, le récolter et s'habiller. Donc, ce sont des trucs. Et il y a aussi des aides-mémoires. Fait que ça aussi, on voit que ça fonctionne. De créer des aides-mémoires qu'on peut mettre sur les tiroirs. Et j'ai vu, entre autres, je vous avais parlé d'une maison modèle, d'une maison jardin que l'Université de Calgary a créée. Et entre autres, les portes d'armoire, ce sont toutes des portes qu'on peut écrire dessus. Donc, on peut écrire les items dedans. Et même, c'est des armoires qui sont amovibles. Fait que ça, c'était quand même assez intéressant aussi si on a besoin de changer les choses. Mais c'était une façon pour aider les gens qui vivent avec la démence de pouvoir noter ce qui se retrouvait à l'intérieur des armoires. Et d'ailleurs, moi, je pense que ça me ferait pas de peur pour moi aussi des fois, parce que des fois, je dois chercher derrière mes portes armoires aussi. Là, je vais vous parler d'un village de la démence. Si vous n'avez pas entendu parler encore, c'est un concept que je trouve très génial. C'est un concept qui est aux Pays-Bas et on entend de plus en plus parler. Et dans le fond, si on regarde ce village, ça nous a l'air d'un village comme n'importe quel quartier. Il y a épicerie. Je crois même qu'il y a un bar, il y a une taverne, il y a une façon, je pense qu'on peut jouer au quai, il y a une épicerie et tout. Mais dans le fond, c'est un complexe qui est fermé et c'est pour des soins de longue durée. Donc, dans le cas ici des Pays-Bas, ils l'ont fait, c'est une communauté. Ils ont même un bureau de poste. Le bureau de poste, hein, c'est quelque chose qui est très familier pour les personnes âgées, surtout d'aujourd'hui. Donc, ils ont même gardé le bureau de poste avec des choses qui leur sont familiers. Donc, oui, on les a mis dans un nouvel environnement, mais dans un environnement qui les bouleversait pas trop, qui ressemblait beaucoup à leur quotidien.
Ils ont rassemblé, je crois, je vais juste voir, c'est des soins de longue durée. Les maisons sont par groupe de 5 ou de 6 et c'est une approche qui vise vraiment l'inclusion sociale et le bien-être. Et souvent, ce sont des choses qu'on oublie, on pense plutôt institutionnel, on leur trouve un endroit, mais là, vraiment, c'est pour permettre les gens de continuer à vivre. Donc, ils ont mentionné, on veut créer un endroit qui serait confortable et reconnaissable et en ajoutant que les gens souffrant de la démence ont besoin de stabilité. Donc, ça leur permet en même temps de vivre une stabilité. Ils ont pu démontrer que moins de médecins sont nécessaires et les patients sont plus heureux. Toutefois, les gens qui travaillent, les aidants, il y en a pour certains, ils trouvent ça un peu difficile le côté éthique parce qu'ils sentent qu'ils mentent aux gens. Qui sont vraiment dans un endroit qui n'est pas tout à fait vrai. Donc, pour certaines personnes, ils ont l'impression de manipuler les gens. Mais d'autres personnes vont dire qu'ils considèrent que l'illusion de réalité dans laquelle le patient se croit est parfois plus douce que la réalité de sa situation. Donc, si on a un village où les gens se sentent heureux, il y a certaines personnes qui vont dire c'est peut-être mieux ça que d'essayer de toujours les convaincre à chaque jour qu'ils souffrent vraiment de la démence. Donc, pourquoi pas juste leur donner un environnement le plus plaisant possible. Donc, l'information dont je vous ai partagée au niveau de la démence, au fait, ça vient du premier volet surtout, mais on a créé 3 volets. Puis on a même aussi créé un petit vidéo. Fait que le premier volet, c'est vraiment l'objectif du guide, c'est présenter des informations, c'est d'orienter les personnes vivant avec la démence et les aidants pour bien comprendre un petit peu comment accroître la sécurité au niveau de l'environnement, créer un foyer qui peut offrir un soutien pour tout le monde. On présente des renseignements pratiques avec une orientation on dit l'administration, la conception du logement destiné à ce type de clientèle. Donc, c'est juste pour pouvoir dire un peu à quoi ça ressemble, les éléments qu'on peut mettre dans une maison pour qu'ils puissent se sentir bien heureux chez eux et vivre, encore une fois, en toute dignité. Et le volume 2, à partir de là, on va parler de la favorisation de la création de chez soi, comment le gérer, puis on va parler des modèles de soins qui existent. Et dans le troisième volet, au fait, ce qui est intéressant, ce sont des études de cas canadiennes, dont 6 proviennent de partout dans le monde. Donc, on peut voir ce que d'autres font pour aider justement ce phénomène, pour aider les gens qui souffrent de la démence. Maintenant, je vais vous parler des coûts. Alors, quand on pense à faire justement une maison qui est adaptable, souvent les gens nous disent, mais oui, mais ça coûte plus cher, c'est peut-être pas abordable. Alors, on a fait une étude pour évaluer l'ajout des caractéristiques d'accessibilité dans les logements. Alors, l'étude, les résultats dont je vais vous montrer, ça provient, en fait, l'étude a été faite sur des nouvelles constructions. Mais par contre, vous allez voir avec les informations que je vais partager avec vous, dans certains cas, que ce soit en rénovation, les coûts vont être similaires ou très peu plus chers. Mais dans d'autres cas, on va pouvoir voir justement que si la maison ou l'habitation aurait été conçue pour être accessible, la rénover, bien, ça va générer des coûts plus onéreux que ça aurait été fait dès la conception. D'où encore l'importance ou le cas pour dire que si on pense à faire ça dès la conception, c'est quelque chose qui peut nous éviter des coûts qui sont plus onéreux plus tard. Et si vous vous rappelez, la maison universelle, c'est des maisons qui paraissent bien, c'est pour tout âge, pour tout le monde. Donc, ce sont des maisons qui sont beaucoup plus multidisciplinaires. Ils peuvent jouer beaucoup plus de rôles puis de faire plaisir à plus de personnes. Oui, il y a peut-être un petit coût et voici ce qu'il y en est. Donc, je vais commencer au fait parler au niveau de la superficie parce que faut pas oublier qu'il y en a qui vont dire, bon, mais justement, j'ai besoin des portes plus larges, des corridors plus larges, tout doit être un peu plus large pour faciliter une chaise roulante. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a évalué des propriétés. Puis, au fait, on a pris 5 villes au Canada pour faire ça. Et on a vraiment pris des maisons d'habitation qu'on appelle modestes, parce qu'on parle ici de pouvoir faire ça avec un coût qui est abordable. Avoir de l'argent, on peut faire ce qu'on veut, c'est clair, mais on veut faire ça pour que les gens de tous les jours puissent en profiter aussi. Donc, notre étude a été faite sur des habitations modestes. Et on a évalué des différents types de maisons. On a aussi évalué l'appartement, mais ce n'est pas inclus aujourd'hui. On a regardé les maisons plein pied, maisons jumelées, maisons isolées et la maison en rangée.
Donc, ce qu'on vient dire ici au niveau de la maison, pour pouvoir l'adapter pour qu'elle soit accessible, dans le cas d'une maison de plein pied, on voit qu'on n'a pas eu à augmenter la grosseur. On n'a pas été obligé d'avoir un plan avec un mètre carré qui était plus élevé, juste à la façon qu'on faisait la conception à l'intérieur des murs, le design, l'architecture, on est en mesure d'utiliser le même mètre carré pour rendre une unité accessible. Dans le cas d'une maison jumelée, on s'est retrouvé obligé d'agrandir la superficie d'à peu près 7 la maison isolée à peu près de 5 et une maison en rangée de 2 Donc, c'est quand même négligeable. Ce n'est pas des gros montants auxquels on a dû le faire. On a aussi évalué le garage parce que souvent, il y a des garages. Mais au niveau du garage, oui, on a été obligé de voir des superficies un peu plus grandes. Ce qui est important à comprendre, c'est que si c'est un peu plus grand, la superficie, c'est clair, ça augmente les coûts parce que pour chaque mètre carré qu'on ajoute à une propriété, c'est plus de matériaux. Mais toutefois, il y a aussi des façons de gérer, d'utiliser les matériaux d'une façon plus efficace et un peu plus innovateur. Fait que des fois, on peut aussi compenser à ce niveau-là. Mais on a réalisé que quand on a besoin d'ajouter un garage, au fait, dans toutes les instances, on devait augmenter un petit peu la superficie. Maintenant, l'ajout des caractéristiques accessibles. Fait que voici des coûts que j'ai retrouvés, qu'on va vous montrer, puis on les a établis au fait dans 4 catégories. Les coûts de 0 à 99 au fait, il y a 57 qu'on a découvert des coûts qui se retrouvaient dans cette catégorie-là. Pour les coûts de 100 à 499 on se retrouve à peu près 18 des caractéristiques qui se retrouvent dans cette catégorie-là. Du 500 à 999, c'est 8 et avec du 1000 et plus, c'était du 17 Ici, je vais vous donner quelques exemples à quoi peuvent ressembler ces coûts. Donc, une qui est très facile, c'était justement, c'est de, au lieu d'avoir des poignées rondes, c'est d'avoir les poignées à levier. Et ça, c'est justement, ça coûte pas plus cher la poignée, on l'installe. Donc, ça, c'est une chose qui est facile et c'est tellement apprécié parce que tout le monde peut s'en servir. Les gens qui souffrent d'arthrite, qui ont peut-être même un peu de mobilité réduite, les bras avec un bébé, on peut prendre le coude. Pour moi, c'est un non-sens. Ce sont des poignées qu'on devrait avoir dans toutes nos maisons. Donc, ça, c'est un exemple de coût. Et il y en a plusieurs qui se retrouvent dans cette catégorie-là, qui se retrouvent à 0 à 99 Donc, je rénove aux nouvelles constructions. Ça ne change rien. C'est la même chose. L'autre qui se retrouve dans la catégorie aussi de cette catégorie-là, ça va être justement, je vous avais mentionné la semaine passée, c'est justement de renforcer les murs d'une douche. Donc, de s'assurer de mettre ce qu'on appelle du fameux plywood pour qu'il soit plus résistant, puis de mettre la quantité nécessaire que si on doit ajouter des barres d'appui plus tard, c'est très simple, on n'a pas besoin de s'inquiéter, c'est déjà fait. Donc, s'assurer qu'on ait la bonne, je pense que c'est peut-être même d'en mettre 2 épaisseurs au lieu d'une. Bon, mais c'est le coût de rajouter les feuilles et ça retrouve aussi entre le 0 et 99 Donc, évidemment, quand on fait ça à la conception, le coût en est ainsi, mais si je dois démolir ma salle de bain, ben, c'est le coût de la démolir, puis après ça, de pouvoir ajouter justement les matériaux nécessaires. Dans les coûts qui se retrouvent entre 100 et 499 bon, ben, on voit ici l'exemple de pouvoir faire un évier qui nous permet justement de pouvoir être accessibilité avec une chaise roulante, donc les portes coulissantes. Le pourquoi du coût, il semblerait, c'est peut-être des choses qui sont faites un peu moins dans le quotidien. On veut juste s'assurer au niveau de la plomberie qu'elle est contre le mur, donc c'est un peu une autre technique. Ça se retrouve dans une catégorie d'à peu près 100 à 499 mais facilité de pouvoir l'installer. Et ça, c'est une autre chose si on le fait dans la conception, mais si on doit faire une modification, mais évidemment, on est en train de faire une partie de la cuisine, on doit démolir et reconstruire.
Ah, ça en est un bon. Oui, il coûte un peu plus cher, mais c'est le four encastré. Alors, le four encastré, à la base, ça coûte plus cher qu'un un four et une cuisinière en un. Mais, je veux dire, c'est quelque chose qui dure pour plusieurs années. C'est des vingtaines, des trentaines d'années. Facilité, on a justement la porte qui est à une hauteur qui est très facile pour manipuler les objets. Donc, ce genre de coût ici, c'est la cuisinière. Donc, ça, bref, qu'on rénove ou qu'on l'ajoute, c'est quand même, c'est le coût plus de l'appareil. Puis peut-être la petite planche qui se retrouve en dessous. Mais on a aussi une durabilité de la chose. Et celui qui se retrouverait à peu près de 1000 et plus, qui représentait dans nos 17 des caractéristiques, c'est là vraiment, c'est au niveau mon Dieu, le floor plan, je ne trouve pas en français, mais c'est justement au niveau quand on va être en train de planifier comment structurer les pièces, etc., où on a besoin un peu plus de cet espace-là pour s'assurer qu'on puisse se promener avec toute aisance au niveau du logement. Eh bien, c'est là que ça peut être les coûts, ou d'ailleurs, on doit ajouter un peu plus de pieds carrés, etc. Et c'est là que les coûts vont se retrouver. Donc, quand on pense à pouvoir ajouter justement ces genres de caractéristiques, ici, je vous donne un exemple où on est arrivé sur une nouvelle construction, et ça, c'est pour un logement qui a été construit à Montréal. Alors, si on regarde une maison de plein pied, le coût a augmenté d'à peu près 6. Donc, c'était 13 000 de plus pour pouvoir avoir une maison plein pied qui était accessible. Et quand on arrive à la maison jumelée, c'est le 12 individuel 10. Donc, bref, c'est pour dire que oui, il y a un coût qui est additionnel quand on vient à la conception, mais par contre, ce sont des décisions de design qu'on fait dès le départ qui permettent justement que dans un futur, et on le sait, les maisons se font rénover de plus en plus. On n'est plus des gens restés dans le même genre d'habitation avec le même look tout le temps. Mais si on a à la base des passages assez larges, voyons, des interrupteurs à une bonne hauteur, on n'a pas besoin de refiler, etc. On a déjà ça d'installé. Alors, même si on aime ça refaire certaines choses, on réduit beaucoup les coûts si jamais on a besoin de rendre une propriété accessible. Alors, ça fait le tour de la présentation. Les guides dont je vous ai mentionné, je vous donne les 3 liens qui sont là. Et encore une fois, c'est des documents qui viennent de nos 3 onglets, qui soient vieillir chez soi, l'accessibilité et l'adaptabilité. Et puis, ce sont des guides que vous pouvez télécharger. Certains, dans certains cas, vous pouvez les commander, mais la plupart, c'est facile à télécharger et à partager. Alors, voilà, c'est la conclusion du 3e volet. Je suis prête pour vos questions et je les vois à peine, mais je vais commencer à regarder. Peut-être Myriam, tu peux m'aider? Tout à fait. Il y en a une nouvelle. Il y a une question de Solange. Est-ce que les portes vitrées, par contre, ne comportent pas un risque de foncer dedans ou en fait, de grandeur d'espace? De grandeur d'espace? Peut-être pour rentrer dedans. OK, fait que là aussi, maintenant, les portes vitrées, entre autres, ils font les portes qui appellent, parce qu'on veut toujours, c'est qu'ici, une porte qui brise, on pense aussi aux blessures. Donc maintenant, les fenêtres, à ma connaissance, se font toutes là, qui s'effritent là, pour ne pas avoir des gros morceaux. Encore, la porte vitrée, c'est une question de luminosité. Peut-être, moi, je dirais, c'est de voir quel genre de circulation. Est-ce qu'on pense que ça, tu sais, il y a des choses, c'est peut-être pas approprié dans un certain endroit, mais comme une grande porte, disons, jardin, ça fait juste comme une très grande fenêtre quand on y pense. C'est des portes qui sont un peu plus solides. Donc, il y a quand même des choses à faire un petit peu la part la part des choses. Puis il y a aussi, moi, je reviens à des reflets, des choses comme ça, de faire attention. Donc, il y a peut-être des expositions de maisons qui sont plus favorables que d'autres. Je crois que Solange mentionnait les portes vitrées des garde-robes quand elle parlait Ah, des oui. garde-robes. En fait, c'est un bon point. C'est que la porte vitrée, c'est de pouvoir voir à l'intérieur. Puis encore une fois, on a peut-être à voir, parce que moi, chez nous, à titre d'exemple, mes portes, moi, j'en ai mis parce que je voulais bénéficier justement de la lumière.
Et puis, j'ai beaucoup de portes qui sont vitrées avec du bois. Elles ne sont pas une grande vitre, mais avec du bois. Et c'est vraiment des vitres, comme je vous dis encore une fois, qu'on peut bien voir à travers, mais qu'elles sont quand même assez solides. Puis, ils ne vont pas devenir des... je ne sais pas c'est quoi l'expression, mais en anglais, c'est pas des shards qui vont te couper, c'est que ça s'effrite si jamais ça casse. Mais il faut vraiment faire un bon coup, là. Je pense que c'est du verre trempé qu'on appelle. Merci. Je rajoute ça à mon vocabulaire verre trempé. Euh, je me demandais, pour ce qui est de l'accessibilité, il y a des armoires, au lieu d'avoir des poignées, des fois il y a des armoires, c'est juste le système de poussoir. C'est aussi, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant? Oui, au fait, j'en ai des images. La semaine passée, j'aurais pu les ajouter, mais il y a au niveau des armoires, puis ça, on devrait les trouver les images dans nos guides, c'est que ce sont des armoires, entre autres, on suggère vraiment des poignées qui sont faciles à prendre, OK, des plus grandes poignées. Puis on a des armoires qui baissent, qu'on peut avoir, puis d'autres, au fait, qui montent ou qui ressortent. Donc, c'est pour éviter aller chercher trop haut. Donc, on tire sur la poignée, toute l'armoire va descendre. Donc, il y a des systèmes d'armoires qui sont absolument fabuleux sur le marché maintenant pour faciliter l'accession à des items justement dans les placards. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, il y en a une autre. Avez-vous des commentaires d'aînés qui auraient utilisé vos guides? Ce qui arrive, c'est que nous, on travaille beaucoup avec, on appelle ça les gens qui travaillent avec les aînés. Donc, on va toujours chercher, dans le fond, les commentaires des professionnels. Donc, ça va être les ergothérapeutes, les aidants. Donc, c'est eux qui nous donnent leurs commentaires. Et à titre d'exemple, le guide de modification, là, je pense qu'il y a l'association de gérontologie, mais les ergothérapeutes, je pense que c'est les ergothérapeutes, en tout cas du Canada, l'association, c'est un guide qu'ils utilisent beaucoup. Ça les aide beaucoup parce qu'ils font justement la tournée de la maison avec leurs clients pour les aider justement pour faire des suggestions. Donc, nos commentaires viennent d'eux et c'est à date, ils adorent nos guides, ils les utilisent beaucoup. Merci, Ina. Il y a aussi une autre question. Est-ce que, en fait, c'est vrai, les sièges des toilettes, il y a différentes grandeurs, différentes hauteurs. Ah. J'imagine que quand la toilette est plus haute, c'est plus facile de se lever. Oui. Donc, on voit, puis ça devient quasiment un standard, je dois dire. On voit de plus en plus les toilettes qui sont plus hautes. Mais là, c'est quelque chose qui est intéressant parce que écoutez, je suis loin d'être une experte, mais il y a eu des commentaires de personnes maintenant, c'est que le problème avec la toilette plus haute, c'est que c'est un peu moins naturel pour aller à la selle et ça commence à causer des problèmes de constipation. D'où on va commencer à voir, je ne sais pas si vous avez vu, les petits bancs qu'on met au bout de la toilette pour justement lever les pattes. Mais ça aussi, c'est qu'en vieillissant, ça devient un défi parce que c'est une autre chose pour s'accrocher. Mais je veux dire, on règle quelque chose d'un bord, on a encore peut-être un défi un peu de l'autre côté, mais c'est fortement recommandé, entre autres présentement, on va dire des toilettes avec la toilette qui est plus élevée, ou du moins on peut rajouter un siège, justement, qui va relever de quelques pouces, que ça serait recommandé justement pour les personnes âgées et pour tout le monde. Merci. Et puis, il y a Madame Lemire qui demande si les maisons de retraite s'adaptent de plus en plus. Oh! OK. Précisons, maison de retraite avec service qu'on parle? Je veux juste être certain. On parle vraiment de maison de service. On y va avec des services à la maison de retraite, là. Denise, est-ce qu'on parle... Disons que c'est avec service. OK. Je pense que il va toujours y avoir une place, mais c'est qu'on essaie de voir. Il va toujours avoir une place pour les résidences parce qu'on n'a pas tous nécessairement le support, la capacité de s'occuper d'une personne vieillissante. Moi, j'ai regardé ma belle-mère, elle est décédée chez elle. On a eu
on a été fortunés d'un sens que mon mari sont une famille de 11 enfants très proches. On prenait la relève. Tout le monde couchait là une fois par semaine. On s'en occupait. Elle a pu avoir les soins. Mais 11 enfants proches, prêts à dédier ce temps-là, c'est pas le cas pour tout le monde. Les maisons, il ne faut pas oublier, regarder les personnes avec la démence, on peut les garder chez nous assez longtemps, mais à un moment donné, ça devient très lourd pour le conjoint ou les membres de la famille. Donc, peut-être à penser que ça va être pour des soins de plus, avec des gens qui ont besoin des soins plus élevés, des plus grands soins nécessaires. C'est peut-être à voir un futur, je ne le sais pas. C'est peut-être comme ça qu'on aimerait le voir, mais il y a aussi, comme je vous dis, des gens qui ont besoin de l'aide. Et aussi, on voit des gens quand même assez jeunes qui se retrouvent des fois aussi dans les résidences parce que le service ne s'offre peut-être pas ailleurs, que ce soit pour des handicaps, pour des maladies. J'entends encore parler des personnes aujourd'hui qui souffrent, disons, de la sclérose en plaques, où le seul endroit qui se retrouve, ce sont encore dans les résidences. Donc, ça va peut-être jouer un rôle un peu différent. Puis, si on parle des résidences pour personnes autonomes, est-ce Oui. qu'elles sont de plus en plus adaptées? Je penserais que oui. On regarde de plus en plus, je pense que même être une personne qui va appartenir à une résidence, etc., je veux que ma clientèle vienne chez nous, puis ma clientèle, elle commence de plus en plus, on veut certains luxes, on veut certains besoins, on veut être confortable. Donc, si je veux bien répondre à ma demande, pour l'instant, peut-être qu'ils ont encore peut-être le gros bout du bâton, mais ça s'en vient, puis ils n'auront pas le choix de s'adapter. Donc, je pense à la force des choses et on en parle tellement que la conception, que ce soit du locatif ou même dans le privé ou dans le propriétaire occupant, mais qu'on va voir, on ose espérer, c'est ce qu'on tente d'influencer, que ça devient tout simplement une norme. C'est comme un non-sens et que ça devienne naturel qu'on commence à penser à juste mieux concevoir les propriétés qui peuvent s'adapter beaucoup.